Radio J. Radio J, philosophie, Blandine Kriégel. Radio J. Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à les sciences humaines, l'histoire, avec pour invité monsieur André Burguère, historien et anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Merci beaucoup, et à la régie, notre ami Benjamin. Donc les sciences humaines ou sociales, on emploie les deux appellations, se sont lentement mais sûrement détachées de la philosophie, de l'histoire et du droit, comme d'ailleurs naguère, n'est-ce pas, les sciences physiques, la biologie, la chimie s'étaient détachées également de ce qu'on appelait la philosophie naturelle. Dans un ordre qui n'est pas chronologique, elles comprennent l'économie, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques, et pour l'essentiel, elles sont apparues au fond plus consistantes au XVIIIe siècle, même si, d'une certaine façon, elles débutent à la Renaissance. Leur élaboration a également, évidemment, remanié les pratiques et les représentations traditionnelles de l'histoire, et c'est à elles que nous voulons consacrer aujourd'hui et la semaine prochaine deux séries de la série Le philosophe et ses questions, deux émissions. Nous avons la chance, et je le remercie beaucoup, il nous honore de sa présence, de recevoir notre ami, l'historien André Burguère, directeur à l'EHESS, grande figure de l'histoire des annales, dont il a été, je l'ai déjà dit, le secrétaire et l'animateur de longues années, un historien rayonnant, qui a eu beaucoup d'amis de premier ordre et d'élèves qui lui sont demeurés fidèles. Il vient de publier aux éditions de l'EHESS les affinités électives. Je montre l'ouvrage à la caméra. Sélective, hein, les affinités sélectives, excusez-moi. C'est Goethe qui m'a fait fourcher la langue. Bon, les affinités sélectives. Et qui est un examen en profondeur et avec la bienveillance qu'on connaît à André Burguère, d'un parcours historiographique sur lequel nous allons l'examiner. Et nous commençons, évidemment, comme ça concerne plus spécifiquement l'école des annales, la nouvelle histoire, en lisant, cher Alexis, un extrait où il explique, n'est-ce pas, au fond, la mise à l'écart dans cette école de l'histoire politique, une chose qu'on lui reproche quelquefois. Extrait donc, chère Blandine, des affinités sélectives. L'orientation des annales se laisse peut-être mieux déchiffrer dans ce qu'elle refuse que dans ce qu'elle propose. Une exclusion évidente, l'histoire politique. Politique et idéologie se rejoignent pour plonger l'historien dans l'anachronisme, pour lui faire oublier qu'il regarde le passé avec les lunettes de son temps. Les historiens doivent cesser de fournir des arguments à la nation ou aux gouvernants, d'alimenter son besoin de légitimation rétrospective. Ils doivent s'attacher à lui donner, au contraire, les moyens de mieux comprendre, donc de mieux maîtriser les mécanismes du jeu social. Car l'infirmité que Bloch et Fèvre appréciaient peu les sarcasmes de Paul Valéry contre l'histoire, car l'infirmité que Valéry croyait consubstantielle au savoir historique était très exactement ce dont ils tenaient eux-mêmes de libérer les historiens. Une commune aversion à l'égard des idéologies, ce que l'on appelle l'esprit des années 30, le produit d'une nouvelle conjoncture intellectuelle, l'effacement relatif de la pensée philosophique devant l'essor des sciences de la société. La science historique, sous sa forme romantique ou positiviste, était soutenue par une vision évolutionniste de la marche de l'humanité, guidée par le progrès, dictait l'histoire du monde. L'idée des fondateurs des annales était d'avoir compris qu'il s'agissait d'un pouvoir en survie et que l'histoire ne pourrait bientôt sauver sa mise qu'en se transportant avec armes et bagages dans le camp des sciences sociales. Le refus du politique des annales ne concernait pas la pratique politique. Les engagements du citoyen tels que Bloch les a assumés tragiquement en témoignent. Ce que les hommes décident ou déclarent compte peu. Pour l'essentiel, l'histoire se fait à leur insu, soit par des forces qui les dominent, soit par des mécanismes mentaux qui les contraignent. Merci beaucoup, Alexis. Alors, d'abord, quelques mots sur ce texte, extrait de ce livre, et dont le titre, je trouve, est parfaitement explicite, contre le politique d'abord,
En effet, n'est-ce pas, la grande école des annales, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, cher André, fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre dans les années 1930, à laquelle vous avez d'ailleurs déjà consacré un livre, au fond, approfondi, il y a quelques années, a tourné résolument le dos à l'histoire politique et diplomatique de ses prédécesseurs pour se tourner. D'ailleurs, c'est le titre de la revue qui également nous éclaire, la revue que vous avez animée si bien, vers l'économie, la société, la civilisation. Annales ESC, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, pour, expliquez-vous ici, comprendre et maîtriser le mécanisme du jeu social, ou encore se transporter avec armes et bagages dans le camp des sciences sociales. Je vous cite. Alors, que rejetait-elle, n'est-ce pas, comme vous l'expliquez? D'une part, l'asservissement des historiens à l'idée uniforme du progrès évolutif, guidé évidemment par cette idée d'un progrès irrésistible, la domination de l'Europe, la prééminence de la morale et, au fond, de la marche, n'est-ce pas, vers la République. Alors, qu'approuvait-elle au contraire, cette école des annales? L'émancipation, vous le dites, des sciences sociales à l'égard de la pensée philosophique et l'idée, n'est-ce pas, au fond, de retrouver des forces collectives, des mécanismes intellectuels qui décident du cours de l'histoire au-delà de la volonté singulière des individus, l'histoire des grands hommes qui avaient fait Florès auparavant. À ce point, on peut, au fond, évoquer le bilan remarquable de l'histoire des annales, sur lequel on va vous interroger, car effectivement, elle a ouvert, avec les œuvres d'abord de François Simian et d'Ernest Labrousse, un champ tout à fait inédit à l'histoire économique et sociale, puis elle s'est ouverte également à une histoire, au fond, plus totalisante dans la grande œuvre de Fernand Braudel. Mais aussi, elle a su se renouveler, c'est sur quoi vous avez insisté justement, dans ce qu'on a appelé l'histoire des mentalités, au temps long et au structuralisme, par exemple des mythologies comparées. Elle a intégré en quelque sorte l'anthropologie de Lévi-Strauss, ou encore à l'histoire des mœurs. Là, vous avez joué un rôle non négligeable, l'histoire des mœurs, ce qu'on a appelé l'anthropologie historique, dont vous, André, vous avez été un des pionniers, un des acteurs de premier plan. Une telle ouverture explique évidemment l'influence qui s'est exercée pour plusieurs générations, 2 ou 3 générations, presque un demi-siècle, de cette grande école des annales. Et donc, je me tourne vers vous pour vous poser 2 questions. Nos amis vous en poseront d'autres, je l'espère. Première question, pouvez-vous faire un rapide bilan de ce qu'à votre avis, ce parcours historiographique a véritablement apporté à l'histoire en général? Et je vous donne tout de suite ma deuxième question, qui est peut-être plus mordante. Comment réagissez-vous au retour de l'histoire politique, auquel nous assistons aujourd'hui, n'est-ce pas, puisque votre titre, n'est-ce pas, contre la prééminence de l'histoire politique, si l'on tient compte en particulier de la masse des historiens qui s'y sont engagés, d'abord dans le monde anglo-saxon, il faut dire qu'ils ont Kelly, Donald Kelly, Pocock, Skinner, on les lit aujourd'hui, mais aussi en France, avec le retour de l'histoire de l'État, de l'histoire de la pensée politique, et au fond, un retour qui a peut-être été plus, si vous voulez, l'affaire des juristes et des philosophes, n'est-ce pas, comme Michel Foucault, où vous me permettrez de me citer comme moi, n'est-ce pas, que au départ des historiens eux-mêmes. Alors, première question, un bilan de ce qu'il y a de grand et d'indéniable dans l'histoire des annales. Je ne sais pas si je suis capable de faire un bilan. En quelques mots. Oui, parce qu'elle-même, elle a été marquée par une sorte de va-et-vient entre, justement, les sciences sociales et le retour à une histoire plus traditionnelle, oui. Je crois. Parce que c'est Lucien Febvre qui avait repris, c'est l'expression qui avait parodié Maurras sur le politique d'abord, contre le politique d'abord. Voilà. Donc le gros problème à ce moment-là, c'était de retirer à l'histoire politique ce rôle central, si vous voulez, pour voir que ce ne sont pas ni le destin, ni la volonté de l'État, ni la volonté des grands individus, des chefs, mais ce sont des forces obscures, ce sont des groupes, etc. Mais
il n'y a rien d'irréversible. Et de figé. Non. Bon. D'ailleurs, je remarque de façon assez curieuse que moi, j'ai commencé à m'occuper des annales aux alentours de 68. Il y a sans doute un effet 68, etc. Et cet effet 68 a curieusement donné une sorte de promotion soudaine aux sciences sociales. Hein, parce qu'il y avait l'idée que brusquement, il fallait essayer de comprendre la société, pas uniquement et de comprendre même les sociétés, etc. Mais on s'aperçoit qu'ensuite, il y a eu un retour, on pourrait dire d'une certaine façon, à la philosophie ou à une approche philosophique des choses. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que 68 a promu les sciences sociales. Quand la gauche est arrivée au pouvoir avec François Mitterrand, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé, au contraire, un centre de l'Institut de philosophie, c'est-à-dire... Ah oui, vous parlez d'un centre sous la houlette de Jacques Derrida et de... Exactement, oui. Ce qui n'était pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Oui. Etc. Donc, Collège international de philosophie. c'est ça. Oui. Ouais. Donc, Retour de la philosophie. oui. Donc, de ce point de vue-là, et maintenant aussi, alors, le primat du quantitatif, de l'histoire quantitative, de l'histoire économique, tout ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça a eu un rôle, je crois, irréversible, très important, c'est-à-dire qui a forcé les gens à prendre du recul à l'égard des événements, à l'égard de ce qui semble évident, et de chercher derrière les forces profondes. C'est ce qui permet justement à l'histoire de rejoindre de ce point de vue le travail des sciences sociales. Et je crois que ça, c'est inconditionnellement force collective, les forces inconscientes. Bon, ça, c'est quelque chose d'irréversible. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai que chez les historiens même, quand je vois maintenant l'orientation actuelle de la revue Les Annales, ils s'intéressent beaucoup plus, souvent au rôle des individus, mais pas des individus pris comme individus, mais comme représentatifs de leur époque, si vous voulez. Donc, voilà. Et effectivement, le rôle de Foucault, complexe d'ailleurs dans cette affaire, dans mon livre, je l'avais appelé le passage de la comète, hein, le passage de Foucault dans l'historiographie, a joué un rôle de ce point de vue-là. D'un certain côté, c'est d'ailleurs curieux parce que Foucault a dit, je crois, quelque part qu'il avait voulu toute sa vie faire une histoire de la vérité. Oui. Voilà. L'amour de l'histoire. Il disait que c'était devenu sa devise. C'est ça. Donc, une histoire de la vérité, ça veut dire que la vérité est instable pour lui. Donc de ce point de vue-là, c'est une démarche tout à fait d'historien. C'est vrai. Et celle de Marc Bloch, même. Et celle de Marc Bloch, oui, c'est vrai. Oui. Alors, ma deuxième question. Donc, vous y avez en partie déjà répondu. Mais il est vrai, comme l'a d'ailleurs avoué le roi Ladurie avec la franchise qui le caractérise, n'est-ce pas que l'histoire a dû tuer, l'histoire de l'école des Annales a dû tuer pour vivre, et qu'elle a tué non seulement l'événement, n'est-ce pas, mais elle a tué aussi l'histoire politique pendant très, très longtemps. Et en particulier, ont disparu, n'est-ce pas, des recherches sur l'État, sur la nation, sur la République, toutes choses tout à fait nouvelles qui réapparaissent aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Enfin, qui réapparaissent aujourd'hui, qui sont réapparus même avant. Lui-même, le roi Ladurie, a participé à une histoire de France avec Georges Duby, avec François Furet, etc., qui donnait une grande importance au rôle de l'État. Oui, mais c'était sous la poussée, n'est-ce pas, de leurs étudiants et de leurs jeunes assistants, si vous me le permettez. Peut-être. C'est parce que ce n'était pas leur idée première. Non, mais enfin, ils y sont venus. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, Alexandre, à votre tour, je ne sais au fond, quel bilan faites-vous de l'école des Annales et quelle question, un bilan positif ou un bilan négatif? Parce que je sais que vous êtes quand même un grand admirateur de l'œuvre d'André, de l'œuvre de Fernand Braudel. Quelle question voulez-vous poser à notre ami André Burguière? Ah ben, je pensais que vous alliez me poser plutôt une question que de me demander une question à André. Allez-y, répondez à la question que j'aurais dû vous poser. Je pense d'abord que, comme toute ma génération, on a lu avec une sorte de fascination les Annales. On ne manquait jamais la sortie et c'était toujours extrêmement intéressant et c'était même inspirateur à bien des égards. Maintenant, la question, évidemment,
qui s'est trouvé posé d'emblée, ça a été la lecture de Marc Bloch, qui était pour nous quand même un héros éponyme à la fois de l'école des Annales, et puis évidemment de son engagement dans la résistance. Donc il y avait quelque chose de particulièrement grandiose dans ce parcours intellectuel. Et j'ai lu La Société féodale. Dans La Société féodale, ce qui m'a tout de suite frappé, parce que c'était un livre qui m'a énormément fait rire, bien entendu, il y a par exemple le fait que ce n'était pas une société très productive, et il donne comme exemple le fait de mobiliser toute la paysannerie d'un fief pour taper les grenouilles de manière à ce qu'elles ne dérangent pas le seigneur, etc. Enfin, il y avait toujours chez lui le Witz, lorrain alsacien, qui était toujours présent, comme d'ailleurs dans les œuvres du grand rabbin Simon Debré. Il y avait toujours cette espèce de goût du sarcasme, qui est évidemment une revanche particulièrement savoureuse. Mais il y avait aussi, outre l'histoire des grenouilles qu'il fallait éteindre pour que le Seigneur ne soit pas dérangé, il y avait une idée justement de la société féodale qui, à mes yeux, était un contrepoint très utile à ce qu'était Duby. Georges Duby, qui est aussi un historien magnifique et un écrivain, je dirais un écrivain d'histoire magnifique, ça ne fait aucun doute, a essayé en fait de faire un tableau de la société féodale dans ses continuités et ses stabilités. Oui, le temps long. Non, mais le temps était tellement long qu'il ne bougeait pas, c'est-à-dire qu'en fait, tous les protocoles d'organisation de la société étaient donnés en gros vers le 10e, 11e siècle, et pratiquement, il fallait attendre le début de l'automne du Moyen-Âge de Ratzinger, effectivement, pour qu'il soit remis en cause. Eh bien, chez Marc Bloch, pas du tout, parce qu'il y a toujours chez lui cette dynamique et ce dynamisme. Il y a ce par quoi il montre une société féodale en mouvement, soumise à des impasses, à des crises, véritablement, un peu comme Marx montre la société capitaliste incapable d'arriver à la valorisation, et donc un petit peu, évidemment, elle est chez Marx excessive, parce qu'il a une espèce de messianisme précoce. Chez Marc Bloch, le messianisme précoce est dominé, mais il y a l'idée que cette société féodale a été obligée de bouger et a été confrontée à des impossibilités. Il y a le commerce, notamment, il y a les communes, il y a la mondialisation que provoque la croisade. En fait, tous ces grands événements qui traversent comme de grandes bourrasques toute l'histoire médiévale sont invoqués par Marc Bloch. Et c'est ça que j'ai trouvé d'absolument exaltant, parce que pour moi, après l'histoire ancienne que j'adorais et l'histoire contemporaine qui me passionnait, pour moi, l'histoire médiévale était une longue traversée du désert. Avec Marc Bloch, elle ne l'était plus du tout. Alors André, qu'est-ce que vous en diriez? Vous êtes d'accord? Complètement, oui. Oui. Tout à fait. Bon, alors je me tourne vers vous, François, parce que en fait, la philosophie de l'histoire a occupé une très grande place. Nous le savons, n'est-ce pas, dans la philosophie. Pensons à Hegel. Pourtant, l'école des Annales, notamment avec Marc Bloch, que je cite encore, s'est défendue avec une très grande énergie contre l'historicisme et en mettant avec beaucoup de vigueur l'histoire du côté des savoirs, des sciences. Et même Marc Bloch, n'est-ce pas, a pris comme modèle, ce qui est extraordinaire, la science physique. Il a dit, au fond, l'historien, lui aussi, construit son objet comme un physicien ou un biologiste qui prépare sa cellule pour la mettre sous le microscope. Il construit son objet en lui posant les questions qui lui semblent importantes. Donc, et je dirais d'ailleurs dans le trajet sous le contrôle évidemment de notre ami André Burger, dans le trajet de l'école des Annales, eh bien l'idée sociologique que, au fond, l'histoire est plutôt compréhensive qu'explicative, enfin qu'elle est plutôt du côté, au fond, en tout cas nécessairement, elle comporte des jugements, est venue tardivement, puisque le rationalisme et au fond l'exigence de savoir a été première. Alors, qu'en pensez-vous, François? Donc ça les sépare d'une certaine philosophie, au moins.
Oui, c'est un rapprochement qui est intéressant, sûrement fécond. Ce sont les années 20. Il y a effectivement ce courant de la compréhension qui est un courant anti-positiviste, dirigé en fait contre l'idée que l'histoire serait une science, et même pour aller un petit peu plus loin, qu'elle serait d'inspiration matérialiste. Je pense mais ce n'est pas l'idée des annales. Justement, c'est ce que je dis. C'est une réaction à cette emprise du matérialisme historique, si on voulait dire les choses comme ça. Et je pense qu'en fait, là, on n'a pas tout dit, parce qu'on dit la politique, etc. Mais enfin, il faut voir laquelle. Quand Furet déconstruit l'histoire de la Révolution française et de l'affiliation Révolution française-bolchevisme, on comprend quand même assez bien contre qui c'est dirigé et contre quel empire philosophique s'est dirigé. Alors, il y a Max Weber, on peut en parler bien sûr. Il y a aussi Husserl qui a proposé un concept que je crois très intéressant. Qui se rapprocherait davantage, selon vous, de l'école des annales, non? Alors, le Lebenswelt. Ça veut dire, en fait, si on veut, une unité. Le monde de la vie. Oui, d'un milieu et de l'action humaine. Or, si j'ai bien compris, ce qu'a fait, par exemple, Braudel dans un travail exemplaire sur la Méditerranée, ce n'est pas de prendre la Méditerranée comme une réalité en soi, si je puis dire, dans laquelle, comme un cadre ou une scène de théâtre, où les hommes ont réagi. Il prend la Méditerranée habitée, investie multiplement par les gens qui sont au nord de la Méditerranée, par ceux qui sont au sud. Donc il essaie de montrer, si on veut, comment ces hommes ont construit un monde à partir d'une réalité géographique donnée. Alors il y a un côté matériel, si on veut, plus que matérialiste. Il y a la réalité, les côtes, etc. La géographie. Et il y a l'action des hommes, ce qui fait que l'idée de Husserl, au fond, coïncide assez bien avec cette approche. Oui, ça me semble effectivement une idée. Donc il y a une philosophie implicite, inconsciente, aurait dit Althusser. Ah, Marielle, alors si on vous prête 2 minutes votre... au fond, eh bien, je dirais que quand même, et je pense que vous y serez peut-être sensible du fait de votre proximité avec le grand historien du droit qu'était Marcel David, dans l'histoire des annales, dans l'école des annales, ce n'est pas seulement la politique qui a été mise pour un temps entre parenthèses, mais quelque chose de plus longue durée, c'est le droit, n'est-ce pas? Le droit. Qu'en pensez-vous? Mais pourtant, certains historiens du droit, et pour Marcel David, pour le citer, n'est-ce pas, votre père, eux, ont accompli au fond ce tour de force, n'est-ce pas, de réintroduire le droit dans une histoire sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, alors c'est une question historique, si vous voulez. C'est une raison historique qui est liée effectivement, par exemple, si on voit l'œuvre de mon père, elle est liée à une double formation qui était premièrement l'histoire, deuxièmement le droit. Il a fait les 2 études. Bon. Et in fine, comme il était juif, il n'a pas pu avoir un poste d'historien à la faculté, c'est Duby qui l'a eu, et lui a fait l'histoire du droit, parce que lui pouvait continuer dans ce registre, et il a fait après l'agrégation d'histoire du droit. Et lui, ce qui l'a intéressé dans le Moyen-Âge, c'est la question du pouvoir. Voilà, du pouvoir. Qui n'est pas central chez Duby. Alors, Duby, lui, il va avoir une pensée en effet différente, c'est-à-dire qu'il va établir quand même quelque chose dans le temps par l'évolution des mentalités. Et il va avoir un événement dans sa vie majeur qui est que Albert Schira va lui proposer de faire une collection d'art à propos du Moyen-Âge. Et donc il va faire plusieurs tomes dans l'évolution temporelle, dans les différences qu'il va y avoir entre ce christianisme extrêmement refermé, extrêmement spiritualisé, qui est par exemple l'art cistercien, qui petit à petit va s'ouvrir jusqu'à ce que la Renaissance coupe le Moyen-Âge. Bon. Alors, ce que je crois qui est la chose intéressante chez Duby, c'est qu'il va introduire l'art à l'intérieur de l'évolution
des mentalités. Ça, Alors, c'est une chose. C'est votre importante. domaine, cher André. Alors, Je suis d'accord avec cette présentation. J'irai un peu plus loin, c'est que Duby a repris l'héritage de Marc Bloch de façon très fidèle au début, mais à chaque fois, dans chaque livre, il a introduit un concept anthropologique qui donc fait bouger les choses. Par exemple, dans Guerriers et paysans, il a introduit un peu l'anthropologie anglaise, donc sur de l'entre-deux-guerres, etc. Et à chaque fois, donc, il fait trembler un peu la vision des choses. Il montre qu'il y a un élargissement possible. Voilà. Merci. Alors, Alexis, vous aurez comme d'habitude le mot de la fin, le mot du début et le mot de la fin. Au fond, dans la nouvelle histoire, puisque comme nous l'a dit André Burger, l'école des annales, finalement, s'est élargie dans cette nouvelle histoire. Il me semble que Fernand Braudel a tiré son épingle du jeu, peut-être mieux que d'autres, parce que justement, dans sa conception, nous allons l'examiner plus avant, à la prochaine émission, mais enfin d'une histoire étagée, d'une histoire à de multiples plans, au fond plusieurs instances de l'histoire. Non seulement il s'est fait applaudir par les philosophes, mais surtout, il a laissé une place à la politique, surtout dans ses derniers livres. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous semble actuel dans l'école des annales encore aujourd'hui, Alexis? Le refus déterminé du matérialisme étroit, celui des marxistes, celui des libéraux, qui explique l'ensemble, si vous voulez, des phénomènes politiques par la soumission apparente et fausse du politique aux infrastructures économiques. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui me paraît plus intéressante, et vous avez raison de citer Braudel, c'est le double héritage de Febvre et de Bloch en tant qu'ils ont réinvesti la question des imaginaires au cœur de l'histoire. Et c'est peut-être là-dessus, si vous m'autorisez vraiment une très courte question à notre invité André Burger, cher Blandine, allez-y, que j'aimerais l'interroger, c'est-à-dire qu'est-ce qui différenciait Bloch et Febvre dans la sollicitation des imaginaires et qu'est-ce qui fait qu'ils ont laissé une trace si durable sur les études historiques contemporaines, notamment dans le sillage de Braudel? Une minute, cher Oui, en fait, ils avaient des désaccords, pas de graves désaccords, mais une approche relativement différente. Sur laquelle vous revenez, page 80. Oui, en sens que pour Marc Bloch, les mentalités sont insérées, incorporées dans les structures matérielles, dans les structures sociales. Pour Febvre, il y a un rôle singulier de l'individu, pas de l'individualité, si vous voulez. De l'individualité. Par exemple, Luther. Oui, bien sûr. Et il n'est pas loin de penser que certains individus sont particulièrement caractéristiques de leur époque et par cette capacité de prendre en charge les tendances de l'époque, il les représente et il les transforme. Voilà. Car curieusement, cet homme qui était pour des structures a passé son temps, Lucien Febvre, à écrire sur des personnalités. Il a écrit un Martin Luther, bien sûr, mais voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce tour trop rapide, évidemment, sur cette grande école. Mais nous allons poursuivre notre investigation sur les sciences humaines avec les sciences politiques la fois prochaine et en nous interrogeant sur le rapport, évidemment, encore une fois, de l'histoire et des sciences politiques. Merci beaucoup, cher André. J'espère que vous serez encore avec nous.